je voudrais rappeler que j'ai été l'un des experts aux États généraux de l'éducation. J'ai été aussi l'un des acteurs majeurs de l'élaboration du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Et nous, les Gabonais en général et les enseignants en particulier, nous avons du mal à comprendre que le gouvernement puisse nous dire qu'il n'y a pas de moyens pour payer aux enseignants leur salaire, il n'y a pas de moyens pour construire les salles de classe, alors que notre pays, je crois depuis 2004 ou 2005, était déjà pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure. Et le baril était de 30 à 40 dollars. La population du Gabon n'a pas bougé. Aujourd'hui, le baril de pétrole se vend autour de 100 dollars. Et nous avons les budgets de plus de 3 000 milliards. Et en 4 ans, si vous multipliez 3 000 milliards par 4, vous allez voir que nous avons près de 12 000 milliards que ce gouvernement, que ce pouvoir-là a eu à gérer. Nous avons du mal à comprendre qu'avec tout cet argent-là, il n'existe pas à Libreville une seule école du pré-primaire construite par ce gouvernement. Pas une seule école. Parce que les classes du pré-primaire que vous voyez à l'heure actuelle, ce sont des classes qui ont été cédées par les écoles primaires. Donc dans les écoles primaires, il y a quelques classes qu'on a dû céder au pré-primaire. Mais les écoles en tant que telles du pré-primaire n'existent pas au Gabon, en dehors des haltes galeries qui ont été faites à une certaine époque par le ministre Angélique Ngoma. Nous sommes en droit de se poser la question de savoir où va l'argent de ce pays. Est-ce que l'argent de ce pays-là va vraiment pour le bien-être des Gabonais? Est-ce que ça va dans les poches des Gabonais? Parce que, comme je l'ai dit tantôt en d'autres lieux, c'est la génération que nous sommes en train de former avec un tel système est une génération de tricheurs. Parce que nos gouvernants, aucun des enfants de nos gouvernants n'apprennent dans nos établissements. Prenez par exemple là où habite le ministre de l'Éducation nationale et le lieu où apprend, là où fréquentent ses enfants. Vous allez voir qu'il y a au moins 10 écoles publiques qu'ils sortent avant d'aller inscrire ses enfants dans les écoles conventionnées, dans les écoles privées. Si eux-mêmes, les gouvernants, ne vont pas inscrire les enfants dans nos écoles, c'est parce qu'ils savent que la qualité de l'éducation dans nos écoles est médiocre. Et pour protéger les leurs, ils ne les mettent pas. Donc, nous sommes aujourd'hui en partie victimes d'une corruption endémique. Parce que la corruption rampante que nous avons au niveau du secteur de l'éducation, pour ne pas parler de tout le Gabon, hein, est une corruption qui enrichit une minorité en situation de prédateur et appauvrit une majorité, hein, qui est en situation de victime. Et cette minorité est aujourd'hui pressurisée. On n'en peut plus. Nous sommes des enseignants, nous voyons des enfants qui arrivent dans les salles de classe, n'arrivent même sans bic, sans cahier, parce que les parents n'arrivent plus à donner le minimum à leurs enfants. Si vous voyez dans Libreville aujourd'hui, les petits chargeurs de ces autobus, de ces autocars et autres, là, ce sont des petits Gabonais. Il n'y a plus que les Ouest-Africains, les Gabonais aussi, les jeunes Gabonais aussi, abandonnent l'école aujourd'hui. Parce que le gouvernement ne fait absolument rien. Et je voudrais dire un mot sur les soi-disant réformes que le ministre a engagées. Il n'y a aucune réforme à l'heure actuelle. Ce sont des réformettes, c'est de la communication. Il n'y a rien. Je prends le cas de la loi d'orientation à l'heure actuelle. Mais une loi creuse, en ce sens que je n'ai jamais vu une loi d'orientation là où à l'intérieur, on ne définit pas quel type de Gabonais nous allons former. Nous ne savons pas quel type de Gabonais nous sommes en train de former à l'heure actuelle. Là-dedans aussi, il est dit que l'école est maintenant obligatoire à partir de 3 ans.
Mais si l'école est obligatoire à partir de 3 ans, on aurait dû, avant cette mesure-là, mettre en chantier, en construction, ces établissements-là, qui n'existent pas. Donc nous avons compris que nos gouvernements, l'éducation n'est pas une priorité. Victor Hugo disait que construire les écoles évite de construire les prisons. Et un grand homme français disait que le premier besoin de l'homme, après le pain, c'est l'éducation. Malheureusement, les priorités de nos gouvernants sont ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que la solution aux maux qui touchent notre système éducatif et bien d'autres se trouve dans la mobilisation. Nous ne trouverons pas satisfaction dans les salles de classe. Nous ne trouverons pas satisfaction à la primature. Nous ne trouverons pas satisfaction à la présidence. Nous ne trouverons la satisfaction que dans la rue. Nous ne trouverons la satisfaction que dans la mobilisation. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous devions construire un rapport de force nécessaire pour contraindre le gouvernement actuel, le président de la République, à satisfaire nos exigences. Ça ne passera que par là. Tenez, vous allez remarquer que dans notre pays, le Gabon, nous avons des leaders syndicaux qui ne jouent pas leur rôle. Comment comprendre que le Premier ministre qui négocie, je crois au mois de janvier, février, avec plus d'une quinzaine de centrales syndicales, je ne parle pas des syndicats, des centrales syndicales, et au terme des engagements, il n'y a rien. Et ces leaders syndicaux ne font rien. Au Congo, on a comme l'impression qu'il y a eu une complicité et une collusion entre les leaders syndicaux et le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, la CONACYCED est le seul syndicat qui s'est levé quand il a constaté que on avait des blagueurs en face. Et que la seule réponse qu'il fallait donner à ces blagueurs, à ces menteurs, était la mobilisation, était le rapport de force. Parce que si nous renversons le rapport de force, nous allons faire bouger les lignes. Parce que lorsque vous regardez le train de vie de certains leaders syndicaux, vous comprenez très bien que le gouvernement a compris le jeu. C'est-à-dire qu'il faut satisfaire les besoins du ventre des leaders au lieu de satisfaire les préoccupations, les revendications des travailleuses et des travailleurs. C'est pourquoi vous voyez, les problèmes des gens sont restés depuis plusieurs années en rade. Parce qu'il y a comme un système de vase communicant entre ces leaders et autres. Parce que l'action syndicale, c'est sur le terrain. L'action syndicale, ce n'est pas dans les salles de classe. Et aujourd'hui, je crois que les enseignants ont compris. Et si vous faites le tour de Libreville, nous sommes dans un établissement, vous allez voir que les élèves sont dehors. Quelques enseignants que vous voyez, ce sont les expatriés. Parce que dans leur contrat, ils n'ont pas le droit de faire grève. Et près de 80% des enseignants du secondaire, surtout dans les disciplines scientifiques, tous proviennent de l'Afrique de l'Ouest. C'est des Maliens, c'est des Sénégalais, c'est des Béninois, c'est des Togolais. Il n'y a pas de Gabonais. Il n'y a pas beaucoup de Gabonais dans ce secteur-là. Donc le mouvement de grève entamé par la CONACYCED est aujourd'hui en train de prendre de l'ampleur. Parce que lorsque vous voyez un lycée comme le lycée Layomba, lorsque vous voyez le lycée technique, lorsque vous voyez le lycée Djedje Goju, lorsque vous voyez le lycée Jean-Hilaire Obam, Emmanuel Yégué, Mandela, etc., tous ces grands établissements aujourd'hui sont fermés pour la simple raison que nous avons des menteurs en face de nous qui promettent des choses qui ne réalisent pas. On est vraiment dans une république des mallettes. On est dans une république des effets d'annonce. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Et quand je dis rien, c'est rien du tout. Parce que lorsqu'un président de la République vient devant les médias dire que je veux construire à cette rentrée 400 salles, je ne parle même pas d'établissement, 400 salles de classe, et il n'arrive pas à les construire, nous disons que c'est grave. C'est grave. Et il va du coq à l'âne
Et je suis sûr que le match, pour lui, quand il s'agit du divertissement, hein, des activités de jouissance ludique, alors là, il les réalise. Mais des jeunes, il ne fait absolument rien. Tenez, vous savez, récemment, nous avons eu la grève de la faim dans ce pays. C'est la première fois depuis notre indépendance que nous voyons des enfants faire la grève de la faim pour simplement exiger de passer le bac. Il a fallu qu'ils mettent leur vie en danger pour que le président de la République puisse commencer à dire quelque chose. Parce que Ali Bongo Ondimba n'est pas un président des partenaires sociaux. C'est le président du patronat. Depuis qu'il est arrivé à la tête du pays, il n'a pas un agenda social. Le président de la République n'a jamais reçu les partenaires sociaux. Il s'en fout éperdument. Il ne reçoit que le patronat. Et en tête de quel Jean-Claude Oyima, le président de la Confédération patronale gabonaise. Voilà, vous allez voir dans son bureau, il n'y a que des audiences accordées aux chefs d'entreprise. Mais à nous, parce que nous sommes des élus des travailleurs, il ne nous reçoit pas. Hein? A contraire, vous avez vu en France, lorsque Hollande est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a eu à faire, c'est une conférence sociale. C'était les partenaires sociaux que le président de la République a reçus. Et aujourd'hui, la gouvernance actuelle nous laisse à désirer. Hier, on criait sur le défunt président, El Hadji Omar Bongo, paix à son âme. On se rend compte que ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont pires que le président El Hadji Omar Bongo Ondimba. Parce que par le passé, lorsque le ministre était incapable de résoudre un problème, l'affaire allait au niveau du Premier ministre. Lorsque le Premier ministre se trouvait aussi incapable, qu'est-ce qui se passait? Le président de la République prenait lui-même en main le dossier et essayait à sa façon, à sa manière de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, ça a changé. Les syndicats peuvent arrêter de travailler, peuvent arrêter de faire cours, peuvent arriver de se soigner. Il s'en fout. Il ne fait absolument rien, il ne prend pas les choses en main. Je me souviens, lorsque nous étions dans une situation avec le problème des moniteurs auxiliaires, c'est aussi l'un des points noirs dans le système éducatif. C'est-à-dire que vous avez des auxiliaires, c'est-à-dire que c'est des enseignants qui arrivent dans la corporation sans passer par une école ou par une formation pédagogique, mais enseignent. Alors, le président de la République avait pris la décision d'intégrer cette catégorie de personnel. Mais il avait arrangé ce dossier-là avec les ministres incapables. Et il avait confié, je crois, le dossier à l'époque à son directeur de cabinet adjoint, à l'époque Patrick Ota. Donc, voilà un président de la République qui a un gouvernement truffé de bras cassés, parce que nous n'avons pas aujourd'hui affaire à une équipe gouvernementale, mais à une juxtaposition des ministres, parce que j'ai avec moi une note que le Premier ministre adresse à son ministre de l'Éducation nationale et à son ministre du budget. Note dans laquelle le Premier ministre demande aux deux ministres de prendre toutes les dispositions pour qu'au mois de mai, la prime d'incitation à la fonction enseignante soit mensualisée. Mais 4 mois après, les ministres s'en foutent de la note du Premier ministre. Ils s'en foutent parce qu'il n'y a pas de sanctions. La force que le gouvernement trouve, la force que le Premier ministre trouve, c'est quoi? C'est d'envoyer des policiers armés de bombes lacrymogènes accompagnés de chiens pour gazer les enseignants qui ne réclament que leurs droits légitimes.